Donc effectivement, comme disait Mick Jones, je vais bientôt fêter mon anniversaire, puisque ça fait quelques jours près 10 ans que je travaille sur le paludisme. Et bon, c'est un point important, parce qu'il y a un de nos maîtres, qui est Vincent Robert, qui s'amuse souvent à dire qu'il faut 10 ans pour connaître le paludisme. Donc c'était pour moi un peu l'occasion de faire un bilan sur ce que j'avais appris sur ce paludisme. Et je me suis aperçu peu à peu qu'il y avait beaucoup de paradoxes, que je vais essayer de lister ici. Alors je me place là-dessus comme un peu comme un jardinier à qui on demande de faire un travail de paysagiste, parce que je suis dans le secteur du paludisme spécialisé dans certains domaines, mais je vais ici aborder des domaines qui dépassent largement mes compétences. Donc il y aura beaucoup de paradoxes, puisque c'est le titre, mais il n'y aura pas toujours des réponses. En tout cas, il peut y avoir des réponses à certaines de ces questions, et ce sera peut-être aux apprenants, au cours d'ateliers, d'y répondre. Donc lutter contre le paludisme, c'est lutter contre la transmission, lutter contre la maladie, c'est lutter sur différents niveaux d'action. Et la première chose, c'est la question de se poser, c'est pourquoi lutter finalement. Alors, ce que j'ai appelé l'affaire paludisme, il y a dans cette affaire un accusé qui est Plasmodium falciparum, et c'est un parasite qui tue son hôte, ce qui est totalement absurde pour un parasite de tuer son hôte, puisque c'est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre être vivant. Alors s'il tue son hôte, il se tue lui-même. Alors lutter contre le paludisme, donc on a compris pourquoi, on a compris que l'hôte humain était tué par le parasite. Donc il y a différentes lignes d'action. On va commencer logiquement par la transmission, et logiquement par la lutte anti-larvaire. Donc généralement j'ai indiqué en vert les objectifs de ces lignes d'action. Alors ici, dans la lutte anti-larvaire, il s'agit de réduire le nombre de larves de moustiques par des traitements insecticides, par les drainages ou par des moyens de lutte intégrés. Un des paradoxes dans ce domaine-là, c'est l'exemple qui a été cité entre autres par Vincent Robert, notre maître, qui, en allant en Comores, s'est aperçu que les populations faisaient d'elles-mêmes des élevages de moustiques, des élevages de moustiques vecteurs. Parce que l'île des Comores, c'est une île volcanique, l'eau, dès que la pluie tombe, l'eau ne reste pas au sol, elle s'infiltre. Donc les gens, les populations fabriquent des bassins de rétention pour retenir l'eau de pluie, ce qui fait une eau propre et ensoleillée, ce qui est parfait pour un Anopheles gambier qui est l'un des meilleurs vecteurs, le meilleur vecteur du paludisme. Donc le paradoxe, c'est que les gens cultivent eux-mêmes leur paludisme à côté de chez eux. Dans la ligne d'action de la lutte antivectorielle, l'efficacité des moustiquaires imprégnés d'insecticides a été démontrée à plusieurs reprises. Or, la couverture est souvent trop faible. Si on aurait une efficacité quasi parfaite, si 100% de la population dormait sous moustiquaire, ce qui est rarement le cas, on a du mal à atteindre les 25%. Alors qu'il s'agit tout simplement de dormir sous moustiquaire. Et bien souvent, on constate une mauvaise utilisation, soit absence de réimprégnation après la date de péremption de l'insecticide, soit des moustiquaires troués, parfois réservés aux parents. J'ai déjà vu ça au Gabon, c'est les parents qui dormaient sous moustiquaires. Et des moustiquaires qui sont adaptés à des lits, alors que bien souvent les enfants ne dorment pas sur un lit, ils dorment sur une surface qui occupe une surface qui est bien supérieure à celle d'un lit. Dans la ligne d'action aussi de la lutte antivectorielle, donc on a parlé de l'utilisation des moustiquaires, et cette fonction en fait c'est de réduire artificiellement la transmission. Ce qui est logique. Bon. Seulement c'est que plusieurs auteurs ont émis un doute sur l'efficacité de ce principe, sachant que le bénéfice à long terme de l'usage de moustiquaires peut être mis en doute dans les zones à forte transmission. Je m'explique, si j'ai cité ici deux articles de référence. Lorsqu'on compare des zones de faible et de forte transmission, qui ont des facteurs de sang liés de l'une à l'autre, la mortalité due au paludisme entre ces différentes zones n'est pas très différente. L'explication est assez simple, c'est qu'en zone de forte transmission, ce sont surtout les enfants qui sont sensibles, qui sont atteints du paludisme, et au-delà de 5 ans, ou en tout cas durant l'enfance, les enfants sont sensibles et durant l'adolescence, les gens acquièrent une prémunition. Bon, en fait, on peut estimer à la louche que les gens sont sensibles, sont
affectés par le paludisme durant à peu près 1/5 de leur existence dans les zones à forte transmission. Alors que dans les zones à faible transmission, les adultes sont aussi sensibles que les enfants. On peut estimer un risque de 1 sur 1 durant l'existence. Donc au bout du compte, 1 sur 1 et 1 sur 5, le nombre de décès est quasiment identique entre les différentes zones. Donc, baisser artificiellement le niveau de transmission avec l'usage de moustiquaires, pourquoi pas, mais attention à l'effet à long terme. Alors, toujours dans ce même esprit, l'utilisation de moustiquaires pour réduire artificiellement la transmission, on constate aussi qu'il y a un risque plus élevé d'accès sévère qui est observé parmi les populations qui vivent en zone de faible transmission à zone de transmission modérée. Et toujours dans le même esprit, c'est un papier qui est mentionné ici, c'est que le bénéfice de l'usage de moustiquaires imprégnés d'insecticides peut être plus important en fait dans les zones à faible transmission en zone de faible transmission modérée. La lutte antivectorielle, donc c'est quand même efficace, il y a plusieurs preuves qui ont été apportées. Un exemple à Madagascar, avec la réduction de l'index parasitologique et entomologique sur le haut-terre central, à Madagascar. Il ne s'agit pas ici de moustiquaires, mais d'épandage d'insecticides dans les maisons. Et pour répondre aux doutes qu'il peut y avoir sur le risque d'augmentation de la mortalité à l'utilisation de moustiquaires ou de lutte antivectorielle, certains auteurs disent qu'il y a, durant l'enfance, malgré tout, une acquisition de prémunition, qu'il n'y a pas de raison de penser que la mortalité va augmenter durant l'adolescence ou l'âge adulte, si on réduit artificiellement la transmission. Alors donc, on a vu au sujet de la lutte antivectorielle, qui n'est pas à 100% efficace. Résultat, on a quand même des malades, donc on va lutter contre la maladie. Première ligne d'action de lutte contre la maladie, c'est la prise en charge précoce. Alors l'objectif, c'est de faire un diagnostic le plus rapidement possible pour que le malade puisse être pris en charge, un traitement approprié, et c'est dans ces conditions qu'on peut réduire très fortement la mortalité. Le constat, c'est qu'en fait, le diagnostic est trop souvent basé sur des critères strictement cliniques. Il y a trop peu souvent de diagnostic biologique. Le résultat, c'est que les déclarations des cas de paludisme sont erronées, on parle de paludisme présumé, et ces malades-là sont traités contre le paludisme alors qu'ils peuvent être malades d'autres choses. Donc il faut un diagnostic biologique. Pour répondre à atteindre l'objectif, un diagnostic rapide, basé sur autre chose que des critères cliniques. Alors longtemps on a travaillé sur la microscopie, mais la mise en place des tests biologiques par microscopie, pour tous, je viens pour tous, parce que c'est pas le cas partout, est un échec. On n'arrive pas à implanter les microscopes et les microscopistes là où les gens sont malades. Alors on parle beaucoup des tests bandelettes, mais est-ce qu'on arrivera à ce résultat, est-ce qu'on arrivera à atteindre cet objectif avec les tests bandelettes? J'ai bien dit au début que je n'avais pas apporté de réponse et que c'était au cours d'atelier qu'on pouvait y répondre. Alors j'ai mis ici une image un peu symbolique d'un microscope ancien et des tests bandelettes modernes pour illustrer le contraste. Autre ligne d'action qui permet de lutter contre la maladie, c'est l'accès aux soins. Parce que bien malheureusement, la plupart des gens qui sont en contact avec le parasite sont souvent isolés des centres de santé et n'ont pas accès aux soins. Alors en conséquence, c'est que la majorité des cas de paludisme restent à domicile. Donc je reprends une image qui est célèbre, celle des oreilles des hippopotames, qui illustre bien que la majorité des populations malades du paludisme restent à domicile, une partie va au dispensaire et une infime minorité va à l'hôpital. En cela, il y a plusieurs raisons, parce que bien souvent on constate qu'il y a une préférence, une priorité en tout cas, pour les thérapies du domaine de la croyance plutôt que de la médecine moderne. Non pas que la médecine moderne peut répondre à tout, mais en tout cas la médecine moderne a prouvé une efficacité, ce qui n'est pas le cas de toutes les méthodes. On constate aussi beaucoup d'automédication.
si on dit automédication, il n'y a pas de diagnostic biologique, évidemment. Les gens malades, dès qu'ils ont une fièvre présente d'avoir le paludisme, vont dans le placard, prennent un comprimé et arrêtent le traitement dès que les symptômes disparaissent. Et on constate aussi l'usage de produits dont l'efficacité n'est pas toujours démontrée. Bon, j'ai rien contre, je ne sais pas quel est le nom du fabricant, c'est quelque chose que j'ai trouvé ici en supermarché, à côté de sachets identiques, marqués cirrhose, marqués... Bon, ça c'est des médicaments, peut-être qu'il faut tester, il faut vraiment tester l'efficacité de ces produits. Évidemment, le traitement, dans les lignes d'action, ce qu'on demande à un traitement, c'est d'être efficace, d'être bien toléré, et en particulier dans des pays comme ici, avec un coût abordable. Malheureusement, trop souvent, l'utilisation, les médecins prescrivent à leurs patients un traitement qui est généralement préconisé en seconde ligne, et qu'on met d'emblée en première ligne. Donc, la question que je me posais, c'est quel est le rôle là-dedans de la politique nationale de lutte, avec des gens des techniciens, des experts qui se réunissent, et ayant toutes les informations au niveau de leur pays, prennent des décisions, et qui n'ont pas forcément les mêmes bases qu'un malade, qu'un médecin qui défend son malade. Il doit aussi raisonner et traiter. Donc quel est le rôle et quelle est l'observance de la politique nationale de lutte contre le paludisme d'un médecin face à son malade? On constate pour ça bien trop souvent un usage abusif de quinine en injection qui a des effets dévastateurs, et la mise sur le marché de médicaments inabordables pour la majorité de la population. Alors le traitement, l'accès aux médicaments, puisque les populations sont isolées, il faut peut-être amener le médicament aux populations, donc un problème de distribution, et un problème de prix aussi, puisque les médicaments souvent sont trop chers. Alors j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre, je vais pas te dire le nom du produit parce que je suis enregistré, mais donc c'est un soda qu'on trouve sous différentes marques, différents noms partout en Afrique, et qui contient de la quinine. Donc je me suis posé la question de savoir si là où on trouvait ce soda avec de la quinine, est-ce qu'on trouvait des médicaments contre le paludisme, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, je ne vais pas faire de comparaison, mais pour parler de cette distribution et de ce prix, il y a des actions qui utilisent bien ce réseau, qui utilisent bien cette ligne d'action avec une distribution au niveau des bases communautaires avec un prix abordable. Donc ici, Palustop qui est distribué à Madagascar. Toujours en concernant le traitement, avec les nouveaux médicaments, pour tous, on parle beaucoup d'Artemisia, avec différents médicaments qui sont fabriqués à base de cette plante, mais le chemin est très très long entre la plante et le comprimé, et pourtant on maîtrise bon nombre des stades de fabrication du médicament. Donc le stade de la culture, Midjohn, qui lui-même n'a pas la main très verte, a réussi à faire planter Artemisia devant l'unité du palud. Donc ça pousse très bien. Technique de culture maîtrisée, technique d'extraction maîtrisée, technique de fabrication, tout l'aspect technique est maîtrisé. Là où ça pêche, c'est au niveau du marché économique. J'appelle ça marché économique au sens large, parce que ça fait intervenir des droits, des protections industrielles. Le résultat, c'est qu'une plante qui pousse bien, on a du mal à distribuer un médicament à base de cette plante pour tous. Alors, puisqu'on est rentré dans l'aspect monétaire, on va attaquer un chapitre que j'ai appelé « Moyens à la dimension des besoins ». Donc, j'ai cité ici deux exemples de lutte avec de gros moyens financiers. Par exemple, de Guinée équatoriale, en février 2004, avec une campagne d'éradication, on parle carrément d'éradication, du paludisme par traitement insecticide, avec un budget de 9 millions de dollars pour 250 000 personnes sur 2000 km. Genre, si mes souvenirs sont bons, ça représente 36 $ par personne. Je ne sais pas le résultat, je pense que d'ailleurs c'est trop tôt pour en avoir le résultat. Et autre exemple, c'est Global Fund avec 2,3 milliards d'euros depuis 2002, destinés à 128 pays, dont 61% de ce budget est distribué pour l'Afrique, et parmi ce budget, 31% pour le paludisme. Donc des moyens financiers avec une échelle assez conséquente. Et à côté de ça, on peut aussi avoir à peu de moyens une efficacité importante, illustrée par cette ambulance qui est aménagée de façon assez particulière. Sans doute que ça n'a pas coûté grand chose,
et sans doute que ça a sauvé pas mal de gens. Donc c'est pas, il n'y a aucune critique là-dedans, hein, c'est juste un contraste d'échelle. Toujours dans les moyens de dimension, les moyens à dimension des besoins. Donc ça c'est pas de moi du tout, hein, c'est une campagne publicitaire lancée par Médecins sans frontières au moment de la guerre du Golfe, où on critiquait un petit peu l'aspect, toute la dépense engagée dans une guerre, alors que le paludisme a tué plus, peut-être autant, enfin beaucoup de gens aussi, et avec une négligence de ce côté-là. Et ici c'est l'inauguration de l'Airbus A380, alors là il faut que je vous explique quand même. Je ne vais pas parler de paludisme d'aéroport, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'était juste pour illustrer, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, avant de savoir construire cet avion, il faut arriver à construire, à utiliser ce genre de charge. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et je me suis demandé si, occidentaux que nous sommes, on essaie d'inculquer un mode de prise en charge, une médicalisation qu'on a, nous, en Europe, dans nos pays. Et bon, on est confronté à beaucoup de problèmes. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas se baser d'abord sur un modèle médical qui a, je sais pas, 50 ans, et ensuite essayer d'évoluer, mais d'abord avoir les bases. Donc d'abord, construire une échelle pour aller resserrer les boulons, repeindre, enlever l'étiquette, avant de passer à quelque chose de volumineux et compliqué. Autre constat aussi, durant ces 10 petites années de recherche sur le paludisme, quand j'ai appris que la découverte du parasite date, je crois que c'est de 1885 ou 86, Alphonse Lavran, il y a 120 ans. Donc la recherche évolue depuis 120 ans et finalement il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui persistent autour de cette maladie. Juste un petit exemple comme ça, je ne sais pas si Jean-Marc est dans la salle, pour illustrer ici l'exemple. Il y a une unité de virologie, avec je crois une 10-15 personnes, qui travaillent sur plusieurs pathologies, avec beaucoup de virus, et juste à côté une unité de paludisme avec 20-25 personnes qui travaillent sur un seul agent pathogène, et malgré tout on a du mal à expliquer tout ce qui se passe dans le paludisme. Alors c'est pas qu'on travaille moins bien que l'unité de virologie, hein, on travaille je crois même plutôt mieux, mais c'est sans doute assez compliqué, assez complexe. Donc les mystères qui persistent autour du paludisme, bon j'en ai cité que quelques-uns, hein. Génétique humaine, génétique des parasites, alors ça ce sont quand même des domaines qui sont récents, mais qui apporteront certainement beaucoup de réponses à toutes ces questions. Alors là aussi pour illustrer, j'ai mis ce microscope avec un ordinateur portable que voilà, c'est pour illustrer le contraste qu'il y a entre les chercheurs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Alors l'un des principaux objectifs de la recherche, c'est le vaccin, évidemment. Un vaccin efficace. Donc, est-ce qu'on demande un vaccin efficace? C'est une efficacité proche de 100% et une bonne couverture. Évidemment, si on a un vaccin qui est efficace 100% et qu'on vaccine 15% de la population, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, le vaccin contre le paludisme existe. C'est pas une erreur, hein, il n'y a pas de faute de frappe, il existe. Il a été testé, je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale par les Américains, sur des militaires volontaires, enfin militaires quand même, par injection de sporozoïdes irradiés. Alors je crois que c'était plusieurs centaines d'injections, c'était quelque chose d'extrêmement lourd, et les militaires ensuite étaient protégés contre le paludisme. Le problème c'est que ce vaccin est absolument pas opérable, enfin je veux dire, on peut pas l'appliquer, parce que pour produire des sporozoïdes, et pour vacciner 1000 personnes, il faudrait sans doute faire travailler 1000 personnes pour fabriquer eux-mêmes leur propre vaccin. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible à mettre en place. Paradoxe aussi dans ce domaine, c'est que même si on arrive à un vaccin à 100% d'efficacité, il faut arriver ensuite à une bonne couverture vaccinale, ce qui est déjà problématique pour beaucoup de pathologies. Alors est-ce qu'on pourra y arriver pour le paludisme? C'est pas évident. Bon, on n'a pas de vaccin du tout, on n'a pas de vaccin efficace à 100%, et pourquoi pas un vaccin à 50% d'efficacité, ce qui permettrait, l'objectif ce serait de réduire la mortalité, donc, en conservant toujours une bonne couverture. Donc un vaccin à 50% pourrait réduire de moitié 1 million de décès par an dans le monde, ce qui est déjà pas mal,
Et ce sera un vaccin qu'il faudra absolument mettre en place avec d'autres moyens de lutte. C'est pas parce qu'il y aura un vaccin qu'il faudra arrêter tous les autres moyens de lutte. C'est un moyen de lutte, une ligne d'action supplémentaire. Alors il y a aussi un endroit dans le monde où la lutte contre le paludisme a été mise en place et où ça a été une réussite. Alors, il y a, dans le temps, il y a eu plusieurs exemples d'éradication de paludisme dans les pays industrialisés. C'est pas le même contexte, c'est pas non plus les mêmes pressions, c'est pas la même pression que dans les pays de la ceinture intertropicale. J'ai juste cité un exemple de la Tunisie, avec l'épidémie dans les années 30, 20% de la population totale affectée par le paludisme, un programme d'action d'éradication qui a été mis en place en 68, et derniers cas de paludisme déclarés en 79. Donc c'est possible, c'est possible. Mais un des facteurs importants dans la lutte contre le paludisme, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est deux des exemples cités dans ce domaine, des exemples chiffrés en tout cas, parce que on sait très bien qu'il y a une association entre la pauvreté et la maladie, mais là c'est chiffré. Donc c'est que le risque, ces deux papiers sont d'accord pour dire que le risque de paludisme est 2,5 fois supérieur chez des résidents de maisons pauvres par rapport à des résidents qui vivent dans des constructions modernes. Alors si on regarde des données mondiales, en valeur absolue, la population, la pauvreté, en valeur absolue, le nombre d'habitants est le plus important en Asie du Sud, mais c'est en Afrique que la proportion est la plus forte parmi la population générale. Alors est-ce qu'il y a une solution pour ces pays en voie de développement? Mais sans doute qu'un développement économique va réduire très fortement le poids des maladies infectieuses en général, pas seulement du paludisme, le poids de toutes les maladies infectieuses. Ce qui permettra à ces pays, Madagascar entre autres, de lutter ensuite contre les allergies, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est un petit point pessimiste pour dire qu'on n'a jamais fini de lutter contre les maladies, en fait, c'est toujours quelque chose. Alors il faut compter là-dessus sur le progrès humain, je pense. Le facteur humain est très important. Et pour illustrer ceci, j'ai récupéré quelques informations sur le marathon des Jeux Olympiques d'Athènes. Donc ça a été pour la première fois parcouru par Philippe Édès en 490 avant Jésus-Christ, qui a parcouru ces 40 km en 4 heures, sans doute avec des mules en peau de chèvre ou je sais pas, enfin un équipement très sommaire. Et on constate qu'il a fallu quand même plusieurs siècles à Carlos Lopez pour atteindre cette distance en un peu plus de 2 heures. Alors sans doute que Adidas a fait beaucoup de progrès depuis, mais ce progrès vient quand même essentiellement du facteur humain, de l'entraînement, de la condition et de la motivation de ces athlètes. Donc lutter contre la pauvreté, c'est certainement quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et entre-temps, on peut aussi lutter contre l'ignorance, parce que c'est quand même un facteur important qui est très délétère. 2 exemples à Madagascar, j'ai rien contre Madagascar, mais c'est parce qu'on a un public malgache. J'ai entendu de la part d'un restaurateur qui parlait du paludisme des mangues. Quand j'ai entendu ça, je me demandais mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas manger les mangues aux premières pluies parce que ça donnait le paludisme. Donc j'ai pas creusé la question, j'ai pas été plus loin. Autre exemple qui est un peu plus grave, c'est un médecin en Tiranan, j'espère qu'il n'y a pas d'autres noms qui vont se reconnaître dans la salle, qui a tenu un propos, le propos que voilà, c'est qu'il y avait un patient avec un paludisme grave, qui était en coma, fébrile, avec une lame négative et résistant à la quinine. Donc, ça c'est assez grave comme commentaire, et peut-être qu'il fallait voir autre chose que le paludisme chez ce patient-là. Donc lutter contre l'ignorance, pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de paludisme présumé et de chimio-résistance, faussement de chimio-résistance. Pourquoi? Parce qu'on dit tout à l'heure que bien souvent le diagnostic du paludisme est basé sur des critères cliniques, sans contrôle biologique, donc on parle de paludisme présumé. Donc tous les gens qui sont atteints de paludisme présumé perçoivent un traitement à la chloroquine par exemple, donc traitement qui n'est pas efficace puisque c'est pas le palu. Et là, on parle de souches résistantes. On parle faussement de souches résistantes. Il y a des souches résistantes, mais attention sur les critères qu'on attribue à ces souches-là, comment on les a repérées. Donc un paradoxe important. Alors lutter contre l'ignorance, est-ce que c'est possible? Non, mais
bazar avec nos leçons de morale et tout ça. Est-ce que nous on est capable de faire mieux? Pas du tout. On fait pas mieux du tout. Mauvaise observance des traitements et des moyens de lutte. Alors dans les populations qui vivent en zone endémique, on observe généralement un mauvais usage des moustiquaires, en usage limité, d'automédication, mauvaise compliance quand il y a un traitement efficace. Et chez les touristes occidentaux, on observe aussi une observance des traitements préventifs et de l'usage de moustiquaires, par exemple, et une observance de ces traitements sont les principales causes de paludisme d'importation. Donc les bazars sont pas beaucoup mieux que les gens qui vivent dans les zones où il y a une transmission. Donc est-ce qu'il est possible d'éduquer? Ça reste encore une question. Enfin, on a vraiment une réponse tout de même dans des études qui montrent l'importance de l'éducation des mères pour protéger les enfants. Donc je cite un exemple, une étude qui a été menée en Éthiopie. Sur 14 000 enfants de moins de 5 ans, avec deux cohortes, une cohorte de mères dite contrôle, où les auteurs ont constaté 50 pour 1000 décès chez les enfants de moins de 5 ans, dont 57% des cas qui pourraient être incriminés au paludisme. Dans une cohorte de mères éduquées, à qui on a expliqué ce que c'était que la fièvre, ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, donc traiter à la chloroquine en cas de symptômes, les auteurs ont observé un peu moins de 30 000 décès, dont 19% incriminés en tout cas au paludisme. Donc cette baisse est très certainement due en grande partie à l'action qui a été faite contre le paludisme. Donc l'éducation est possible et a un impact très important. En conclusion, donc, le manque d'éducation en général, pas des mères, mais en général, amène à un comportement à risque, ce qu'on a vu parmi les touristes occidentaux ou les mères. Le manque de moyens amène à un niveau de qualité des soins qui est insuffisant, soit par manque d'accès, soit par des médicaments qui sont trop chers, par exemple, et une croissance de niveau de vie pourrait amener à l'éradication du paludisme. En tout cas, c'est certainement quelque chose qui sera un facteur important dans les années à venir. En conclusion de tout cela, donc, ce qu'on constate, et ce que j'ai constaté au cours de ces 10 petites années de travail sur le paludisme, encore une fois, je me place comme un jardinier qui fait un travail de paysagiste, parce que j'aborde des domaines qui dépassent largement mes compétences et mes actions, c'est qu'il y a souvent des moyens de lutte efficaces pour lutter contre le paludisme, mais c'est toujours un problème de mise en œuvre, c'est un problème de moyens, un problème d'éducation, etc. Et je reprendrai pour finir une phrase qui est devenue célèbre, qui a été utilisée à plusieurs reprises par un autre de nos maîtres, Gordon Dansley, pendant l'atelier paludisme. Il posait souvent cette question aux apprenants à la fin de la conférence. Alors méfiez-vous, parce que je connais bien Midion, il va souvent vous poser la question à la fin. Donc si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, c'est la conclusion. La route est longue encore et elle est bordée de